Mec c'est Rémi, le meilleur du pire en ligne de mire. Aucun parti pris, que des avis bien réfléchis. J'suis encore bourré comme un Polac, donc j'pensais voir Laurent Ournac. J'crois que j'suis toujours à côté de la plaque, mais en politique j'sais qui est le crack. Ouais j'sais qui est le crack. Juste milieu. J'crois que j'sais qui est le crack. Ça lit des kilomètres de presse pour faire un résumé express. Ça charbonne comme un chinois avec la qualité d'un bavarois. On sera en retraite après notre mort, on sera bouffé par l'inflation. Dans le doute je vais voter Voldemort pour les prochaines élections. Passe de la country à la drill sans transition. C'était pas une bonne idée de me confier cette mission. Si t'aimes pas, dégoûte pas les autres. C'est pas moi qui le dis, moi je suis le roi des pauvres. Faut réfléchir, j'ai qu'un euro, mais au moins je tomberai pas dans la fraude. Je le prononce Fröhliches-Mittel, comme Angela Merkel. Désolé, je fais ce que je peux, je trouve ma répartie chez Lidl. Des enquêtes exceptionnelles, pas de langue de bois et de l'humour. La revue c'est juste mensuel, les vidéos c'est juste tous les jours. Ouais c'est juste tous les jours. Juste milieu. Regarde ça tous les jours. Juste milieu. Désolé pour mon manque de répartie. Je sais même pas ce que je débite. C'est dur la géopolitique. Ou un peu comme ma... République. Ma République, non? C'est dur la République quand même, non? Ouais? Non? Ah non, c'est mou, non? Ouais, les mecs se font chier, on dirait un peu. Ouais, c'est un peu mou. Enfin, ça dépend dans quel pays. Ouais. Bah, j'y connais pas grand chose, moi. Et c'est quoi une démocratie déjà? Ça tourne en boucle comme BFM, t'existes plus comme REM. Tout est en grève comme RER, ça capte partout comme France Inter. Faut pas croire tout ce qu'on dit à la télévision. Merci YouTube pour la liberté d'expression. C'est pas la vérité absolue, juste de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. C'est pas la vérité absolue, juste de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. Calme-toi Dimitri, la force tranquille, ça tape dans le mille. De midi à minuit, dégomme les mensonges comme des quilles. Depuis qu'il y a des séances publiques, je veux plus au cirque mais à l'hémicycle. Scandale politique et médiatique, pour rien rater il faut que tu cliques. Mec c'est Rémi, le meilleur du pire en ligne de mire. Aucun parti pris, que des avis bien réfléchis. J'suis encore bourré comme un Polac, donc j'pensais voir Laurent Ournac. J'crois que j'suis toujours à côté de la plaque, mais en politique j'sais qui est le crack. Ouais j'sais qui est le crack. Juste milieu. J'crois que j'sais qui est le crack. Ça lit des kilomètres de presse pour faire un résumé express. Ça charbonne comme un chinois avec la qualité d'un bavarois. On sera en retraite après notre mort, on sera bouffé par l'inflation. Dans le doute je vais voter Voldemort pour les prochaines élections. Passe de la country à la drill sans transition. C'était
mission. Si t'aimes pas, dégoûte pas les autres. C'est pas moi qui le dis, moi je suis le roi des pauvres. Pour réfléchir, j'ai qu'un euro, mais au moins je tomberai pas dans la fraude. Je le prononce Fröhliches Mittel, comme Angela Merkel. Désolé, je fais ce que je peux, je trouve ma répartie chez Lidl. Des enquêtes exceptionnelles, pas de langue de bois et de l'humour. La revue c'est juste mensuel, les vidéos c'est juste tous les jours. Ouais, c'est juste tous les jours. Juste milieu. Regarde ça tous les jours. Juste milieu. Désolé pour mon manque de répartie. Je sais même pas ce que je débite. C'est dur la géopolitique. Ou un peu comme ma... République. Ma République, non? C'est dur la République quand même, non? Ouais? Non? Ah non, c'est mou, non? Ouais, les mecs se font chier, on dirait un peu. Ouais, c'est un peu mou. Enfin, ça dépend dans quel pays. Ouais. Bah, j'y connais pas grand chose, moi. Et c'est quoi une démocratie déjà? Ça tourne en boucle comme BFM, t'existes plus comme REM. Tout est en grève comme RER, ça capte partout comme France Inter. Faut pas croire tout ce qu'on dit à la télévision. Merci YouTube pour la liberté d'expression. C'est pas la vérité absolue, c'est de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. C'est pas la vérité absolue, c'est de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. Calme-toi Dimitri, la force tranquille, ça tape dans le mille. De midi à minuit, t'es comme les mensonges comme des quilles. Depuis qu'il y a des séances publiques, je veux plus au cirque mais à l'hémicycle. Scandale politique et médiatique, pour rien rater il faut que tu cliques. Mec c'est Rémi, le meilleur du pire en ligne de mire. Aucun parti pris, que des avis bien réfléchis. J'ai encore bourré comme un Polac, donc je pensais voir Laurent Ournac. Je crois que je suis toujours à côté de la plaque, mais en politique c'est qui est le crack. Ouais je sais qui est le crack. Juste milieu. Je crois que c'est qui est le crack. Ça lit des kilomètres de presse pour faire un résumé express. Ça charbonne comme un chinois avec la qualité d'un bavarois. On sera en retraite après notre mort, on sera bouffé par l'inflation. Dans le doute je vais voter Voldemort pour les prochaines élections. Passe de la country à la drill sans transition. C'est pas une bonne idée de me confier cette mission. Si t'aimes pas, dégoûte pas les autres. C'est pas moi qui le dis, moi je suis le roi des pauvres. Pour réfléchir, j'ai qu'un euro, mais au moins je tomberai pas dans la fraude. Je le prononce Fröhliches Mittel, comme Angela Merkel. Désolé, je fais ce que je peux. Messieurs, dames, bonjour à tous, chers amis. Est-ce que vous êtes en forme pour cette nouvelle semaine? On attaque, on est le 23 septembre. Il est l'heure du 377e épisode du Juste Bistrot, les copains. J'espère que vous êtes en forme, j'espère que vous êtes au taquet. Voilà, c'est le plus important. Comment ça va? Est-ce que le week-end a été bon?
Voilà, dites-nous tout. Est-ce que le week-end a été sympatoche? Est-ce que vous êtes bien amusés? Est-ce qu'il y a eu du barbecue? N'hésitez pas. Ça, c'est une info qui peut m'intéresser au plus haut point, les amis. Alors, Catine82 a décidé de péter l'ambiance immédiatement. Elle nous dit c'est l'automne. C'est vrai que c'est l'automne. Et c'est vrai que là, ça a été radical à Lausanne, hein. C'est hallucinant. Il pleut. Voilà. Terminé. Automne, c'était automne hier, enfin avant-hier, le 21. Ça dégage. Aujourd'hui, il pleut, il fait dégueulasse. Sincèrement, il fait dégueulasse. On dirait un dîner aux chandelles avec Michel Barnier. Ben, la journée est d'une tristesse, mais c'est horrible. C'est horrible. Donc, c'est l'automne. C'est vrai que c'est pas la meilleure des infos. C'est l'automne, mais on va bricoler. On va trouver de quoi faire aujourd'hui, les copains. Il y a du bouquin. On va parler du bouquin. J'avais esquissé quelques mots la semaine dernière. Je l'ai fini. Ça vaut le voyage, hein. D'ailleurs, me demandez pas pourquoi, mais il y a un peigne dans ce livre. Donc, d'ailleurs, je l'ai appelé Jean-Marie. Jean-Marie le peigne. Donc, on va parler de ce bouquin extraordinaire, L'amour augmenté. Je vais vous faire un peu la critique littéraire en entier aujourd'hui. On va parler également, dans les sujets du jour, oui, le variole du singe. Alors, c'était très grave, mais c'est pas grave. Et c'est le Parisien qui nous le dit, vous allez voir, c'est rigolo. Ça va être sympatoche. Ça va être sympatoche et j'en profite tout de suite, en guise de préambule, pour remercier Alice31 pour le subprime 3e mois, merci beaucoup. Cadeau 974 pour le sub 18e mois, merci les copains. Voilà, je prends vos petits messages. Il n'y a qu'une d'une 73. Alors, qui précise, c'est pas une blague, mais je vais lire le message parce que ça en a quand même tout l'air. Donc pour qu'une d'une 73, que j'embrasse évidemment. Samedi, c'était un mariage vegan en forêt sans alcool avec un pasteur gay. Moi, je ne te crois pas. Voilà. Non, mais je le dis, je le dis. Je pense que c'est une blague ou un nouveau film français qui va sortir avec Maïwen et Joe Star dans le rôle du pasteur gay. Je pense que... bon, tu dis c'est pas une blague. Tu as de la chance que je te fais... Bon, je te fais confiance, d'accord. Mais c'est quand même énorme. C'est extraordinaire. Pourquoi pas? Pourquoi pas au point où on en est? Elle nous dit, j'ai les photos, garde-les au chaud, je ne veux surtout pas les voir. Voilà, non. Ça me fait peur. Non, ça me fait peur. Donc, mais merci de la propale, de la proposition. Merci à Claudicus 92 pour le sub 18e mois également. Les copains Orlov 1389 qui nous dit randonnée haute montagne en vallée pour ma part avec multiples bières blanches à la fin. Ça c'est bien, ça c'est bien, ça fait plaisir. Voilà, c'est chouette comme tout. Petit week-end à Bandol en amoureux et sans pluie pour Nono 0750. Ça fait plaisir. C'est sympa. Merci également à Manutention 24 pour le sub 16e mois. La manutention, on n'oublie pas, c'est important. BTP, bricolage, transport, d'outillage. C'est important, la manutention, évidemment. Hein, on y pense, on embrasse tous les manutentionnaires du pays, évidemment, qui nous regardent, à n'en pas douter. Alors les copains, installez-vous confortablement. On a des choses sympatoches aujourd'hui. On a quelques petits sujets sympatoches. N'hésitez pas, comme d'habitude, à partager, bien sûr, le lien de l'émission sur les réseaux sociaux. Vous le savez, le Juste Bistrot, c'est la radio libre pour finir la journée où on papote, où on déconne, où on se fait des blagues. Tu l'as vu, mon cul, c'est imparable. Ça fonctionne du lundi au vendredi. C'est l'esprit, voilà, bien évidemment. On a qui d'autre? Voilà, tout le monde qui y va avec de sa petite anecdote. 974 Papang qui dit week-end salle de bain, carrelage. Bah, ça, c'est sympa aussi. Dans ton milieu, qui dit salut Rémi, je suis dans une combi en train de faire des formules. Alors, je vois pas le rapport, mais c'est passionnant. Vous avez tous des anecdotes qui me font penser sérieusement que vous êtes plus ou moins tous tarés. Mais c'est génial. Voilà, qu'une d'une 73, elle était peinard avec son pasteur gay dans une forêt végane sans alcool. Pourquoi pas? Non, je vous accepte comme vous êtes. C'est le plus important. Il y a un côté McDonald's. Venez comme vous êtes. Voilà. Et qui est d'ailleurs le slogan des écologistes. On n'oubliera pas. Et Catine82 qui dit pâté de campagne en fabrication. Alors attends, pâte ou pâté? Parce que pâte de campagne, je ne sais pas ce que c'est, mais pâté de campagne, ça m'intéresse, donne-moi l'adresse. Attention, hein, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Voilà, je pense qu'on se fout de ma gueule. Adrien au soleil qui dit moi j'ai planté des poireaux et là je traduis du chinois. Mais le problème c'est que je pourrais te croire. Je pourrais te croire sans aucun problème. Voilà. Donc on parlait bien de pâté, ça m'intéresse. Voilà. Important d'être raccord sur les sujets. Alors, les copains.
On va aller gentiment dans le vif de l'actualité avec les petites pépites du moment, les petits trucs sympatoches. Ah, pour rire, faut rire. Hein. Vous avez vu, hein, si on décortique un petit peu le bordel, on a un nouveau gouvernement. Ça y est, on a le tiercé dans l'ordre. Alors c'est du joli poney, déjà utilisé pour la plupart, mais ils sont là. On va en parler dans la farce tranquille mercredi, donc on va débriefer tout ça. Ce serait redondant, hein. Puis de toute façon, ce gouvernement a le goût des mauvaises boîtes de nuit, tu sais. On y va, le whisky coca il est à 12 balles, mais c'est sympa, tu vois. Tu sais, il y a un côté, le sketch des inconnus, tu sais, les branleurs, là, quand ils se disent « elle est nulle, cette boîte », tu vois, et ils y retournent. Ben, c'est exactement pareil, voilà. Exactement pareil. Donc, je vous laisse voilà, mariner un petit peu jusqu'à mercredi pour parler de tout ça, voir un petit peu qui y a dedans, mais sincèrement, je ne vais pas passer 3 heures là-dessus, même mercredi, hein. Bon, voilà, Bruno Retailleau, comme beaucoup de républicains avant lui, qui a avalé des couleuvres, en tout cas aux dernières nouvelles, qui avait dit que jamais la Macronie, jamais le gouvernement sous Macron. Bon, bah finalement, ça passe, hein, voilà, comme tant d'autres avant lui, Darmanin, Le Maire et compagnie. Donc, on ne va pas y passer la semaine là-dessus. Finalement, tout change et rien ne change. On embrasse bien évidemment le nouveau Front populaire, hein, qui est une sorte de Larousseau de la partie du paysage politique. Ça a fait une chanson, ça a disparu aussi vite, donc on n'a plus de nouvelles. Lucie Castetz, apparemment, aurait été employée dans une Biocop en région parisienne, donc on n'a plus de nouvelles de Lucie Castetz, qui était plus ou moins pressentie comme Charles de Gaulle. Bon, bah, finalement... qui se retrouve comme Lucie Castetz, hein, c'est-à-dire personne. Donc, on l'embrasse, bien évidemment, on pense à elle, on pense au nouveau Front populaire, hein, qui est passé de on va renverser le pouvoir à motion de censure, motion de destitution. Apparemment, là, il n'y a plus rien. Là, c'est motion design. Là. On ne sait plus où ils en sont. Mais voilà, c'est intéressant quand on met tout à plat. Alors, on l'a déjà dit, hein, les semaines passées, mais quand on met tout à plat, absolument rien n'a changé. Absolument rien. Donc c'est intéressant de le pointer du doigt, et globalement c'est intéressant de pointer, n'oublions pas, bien sûr, le réarmement démographique, comme l'a dit notre président, bien sûr, on l'embrasse, on le salue, bien évidemment. Tiens, une petite séquence parce que pour résumer pêle-mêle l'actu, en fait, il n'y a rien à résumer. Hein. Ce que je voulais vous dire, en étant sérieux 3 minutes, c'est que de toute façon, rebelote et 10 de DER patiemment jusqu'à 2027 pour savoir qui prendra la suite du parti au pouvoir, c'est-à-dire le parti progressiste bruxellois, si on va vite. Donc, hein, autant faire des blagues et des tirs sur mon doigt. Genre, ça sert à rien de s'évertuer à répéter tout le temps les mêmes choses. Comme disait Einstein, la définition de la folie, c'est de répéter tout le temps la même chose et s'attendre à un autre résultat. Bon, bah, autant prendre le taureau par les cornes et tout de suite aller vers autre chose, vers d'autres sujets, vers d'autres façons de faire. Parce qu'aujourd'hui, la politique, je crois qu'on s'enferme. On en a tous plein le sac à dos. Donc, il y a des choses qui arrivent. Il y a des nouvelles choses, y compris chez Juste Milieu. Voilà, la semaine prochaine. Je ne peux pas en dire plus. Mais il y a un changement qui va arriver. Voilà, vous verrez. Voilà, c'est comme ça. C'est comme ça. On va bricoler. Mais en attendant, quelques petites séquences passées. On revient sur les Jeux Olympiques, les amis. C'est une vidéo que j'avais mise de côté depuis un petit bout de temps. Et je voulais vous la montrer parce qu'elle est intéressante. Elle est intéressante à plusieurs niveaux. C'est Alain Bauer, rappelez-vous, hein, je vous avais montré la séquence. Alain Bauer qui avait dénoncé la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques comme une folie criminelle et qui s'est fait rattraper. Bien évidemment. Et Benjamin Duhamel n'a pas manqué de lui rappeler, c'était sur BFM le 9 septembre, il y a un peu plus de 10 jours. Regardez et on commande ça avec plaisir. Hier avait lieu la cérémonie de clôture des Jeux paralympiques. La flamme olympique s'est éteinte, on peut le dire. Les choses se sont bien passées, très bien passées. Pas d'incident majeur, vous me voyez venir ? Oui. Voilà ce que vous disiez le 30 mai 2002, c'était chez nos confrères de France 5 dans l'émission C'est dans l'air. Je veux dire que c'était ici, en 2022. 2022, absolument. Pas 2002, parce que 2002, c'est un peu plus vieux. Oui. Je veux dire ici ce soir et pour l'histoire que la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024 est une folie criminelle. Est-ce que vous admettez dans la situation que vous présente.
trompé? Ah non, je suis très satisfait de l'effet de cette annonce, qui n'était qu'une annonce, je n'étais que le messager de tous ceux qui, préparant les Jeux en général et la cérémonie d'ouverture en particulier, étaient terrorisés et traumatisés par l'insouciance dans laquelle cette cérémonie se préparait. 3 fois moins de public, 3 fois plus de policiers et une ville sous cloche. Je suis même un peu... Alors sur le nombre de spectateurs, vous avez raison, la jauge a été baissée, mais sur le principe de la cérémonie, il n'y a pas eu de plan B. Il y avait un plan B. Le président de la République a lui-même expliqué qu'il y avait même un plan Z. Mais il n'a pas été exécuté. Non. Est-ce qu'au fond, il n'y avait pas un petit côté un peu Cassandre à toujours voir le pire de ce qui est susceptible de se passer, alors même que force est de constater que bien sûr, les efforts ont été déployés et que ça a marché? Ah mais bien sûr, mais il fallait des efforts qui n'étaient pas déployés parce qu'ils n'étaient même pas envisagés. Donc c'est parce que vous avez alerté que ça s'est bien passé? Non, moi je n'ai été que le messager de gens beaucoup plus structurants, mais d'autres se sont exprimés sur cette question depuis et même pendant. L'ancien préfet de police avait lui-même indiqué que le mot folie n'était pas sorti de ma bouche. J'ai lu ça en tout cas dans un journal du mercredi. Donc non, il y avait un problème qui était la prise en compte, vraiment la prise en compte du fait qu'une cérémonie ouverte sur la scène, et encore nous n'avions pas encore la guerre, on avait le début de la guerre en Ukraine, mais on n'avait pas Gaza. Bref. Voilà, donc tout ceci a eu un parfait effet et j'assume parfaitement d'avoir fait ce que j'avais à faire, pas en mon nom propre puisque je suis plutôt posé et mesuré et particulièrement assez dans l'air. Folie criminelle, c'est pas exactement... Non mais c'est d'ailleurs Caroline Roux elle-même était très surprise de la tonalité, mais c'était un acte volontaire. Voilà, donc raisonnement très intéressant. Je voulais revenir avec vous là-dessus, les copains, parce qu'il y a plusieurs choses à en tirer de cette histoire-là. Alors, très clairement, et le mea culpa a déjà été fait par votre serviteur à l'issue des Jeux Olympiques, je vous avais relayé plusieurs fois la déclaration qu'il avait faite en 2022 sur l'aspect de la folie criminelle qu'il évoquait sur la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, sur la scène, le risque de menace qui était clair. Donc je vous l'avais relayé parce que, effectivement, moi aussi, ça me faisait peur. Mais ce qui était très intéressant, c'est que on retrouve, enfin, ce qui est très intéressant aujourd'hui, c'est que cette déclaration, on peut la prendre sous 2 angles. On peut se dire, décidément, le mec n'assume pas, ou alors il y a ce renversement qu'on a bien vécu au moment du Covid, vous savez, quand il y avait des déclarations d'experts, de médecins, de je sais pas quoi, qui déboulaient, qui disaient oui, heureusement qu'on a alerté, il s'est rien passé, mais c'est parce qu'on a alerté. La méthode Coué, hein, c'est-à-dire, c'est la bonne phrase, je sais pas qui avait dit ça, c'est la petite histoire d'ailleurs, quelqu'un qui tous les jours alerte sur le risque de voir des girafes bleues dans Paris, et il y a quelqu'un qui vient le voir qui dit mais il y a pas de girafes bleues dans Paris, il n'y en aura jamais. Il dit bah oui, mais parce que si j'alerte pas, il y en aura sûrement. Donc c'est un petit peu la même chose si vous voulez. Ça, à la limite, c'est sur l'aspect purement du discours. Mais ce qui est très intéressant, et sur l'aspect plus politique, c'est que ces Jeux Olympiques, et on le dit rapidement parce qu'on en a beaucoup parlé des Jeux Olympiques, mais comme quoi la sécurité, ça marche. Qu'on soit de gauche, de droite, de je sais pas quoi, quand les moyens sont mis, c'est quand même fou de se dire que les transports publics ont fonctionné, les forces de l'ordre ont fonctionné, parce qu'il n'y a pas eu d'attentat d'ampleur, il n'y a pas eu de drame d'ampleur. Globalement, dans la ville, c'était propre. Après, ce qu'on peut lire dans les journaux, j'étais pas à Paris à ce moment-là, mais globalement, ça semblait être un peu plus propre que d'habitude. La circulation, c'était le bordel, mais plus ou moins, ça se mesure. Et c'est très intéressant de voir tous ces politiciens qui jurent leur grand Dieu pendant des mois, voire des années, que oui, mais attention, trop de force de l'ordre, on ne sait pas, trop de machin, trop de bidule, trop de services publics, tu le service public, bon, ben, résultat, ça marche. Donc c'est quand même intéressant de voir que y a eu ces bons côtés qui invalident quand même pas mal le discours des gens. Quand les moyens sont mis, ça roule. Donc certes un poil démago, mais c'est quand même important de le rappeler. Et ils ont peut-être invalidé tout seuls le discours ambiant sur la question des services publics. Quand on met les moyens et qu'on les utilise bien, ça fonctionne. Voilà, hein, ce qui est quand même un rappel important à l'heure où la nouvelle ministre de la Santé, Geneviève Darrieussecq, alors qui pareil, hein, était un peu dans les chaises musicales du gouvernement. Rappelez-vous le sketch du Palmacho, on va se le remettre, hein, sur comment on fait un gouvernement.
Je pense que ça a vraiment été ça. On va se le remettre parce que la blague est trop bonne. Mais faut que je vous retrouve à Geneviève Darrieussecq qui a fait, voilà, regardez l'une des premières déclarations de la nouvelle ministre de la Santé, je ne ferai pas de miracle. Voilà, hein, donc pour vous dire à peu près où on en est. On se remet le sketch du Palmacho, ça fait plaisir. C'est la déconne, c'est le bel esprit. Sur comment on fait un gouvernement, c'est tellement d'actu, c'est plaisant, c'est ça. On se remet, certains l'ont peut-être déjà vu, mais on peut le regarder sans fin, c'est un bonheur. Sans cesse renouveler le Palmacho au top sur le remaniement. Ça vaut toutes les analyses, hein, on va pas se mentir. Je préfère m'économiser de la salive aujourd'hui parce que ça résume parfaitement le bordel. Donc, on continue un petit peu les copains avec un autre sujet. C'était dans le Parisien ce matin et c'est dans le titre. C'est dans le titre de l'émission, donc c'est savamment bien trouvé, la variole du singe. Alors on récapitule, pour ceux qui n'ont pas suivi, l'OMS a lancé l'alerte générale maximale plus gold, supplément on va mourir. Donc c'est chaud, c'est très très chaud, alerte maximale. Tu peux pas plus. Plus dangereux que ça, c'est une nouvelle tournée du spectacle d'Arthur. Donc tu vois, c'est chaud, c'est très très chaud. Et là, ils nous ont dit, dans le Parisien, je vous montre parce que j'ai eu du mal à y croire. En a-t-on trop fait avec la variole du singe? Merde. Depuis que l'OMS a décrété le plus haut niveau d'alerte mi-août, seuls 2 cas du nouveau variant du virus ont été détectés hors Afrique. Des médecins estiment quand même que la décision était fondée. Donc en fait, dans le monde entier, sauf l'Afrique, il y a eu 2 cas depuis mi-août. Ça fait un mois. C'est pas beaucoup, 2 cas. 2 cas, il y a plus de gens sûrement qui ont été butés à cause d'une vache que de la variole du singe. Après, je ne veux pas parler du bilan sexuel de Roselyne Bachelot, mais c'est pas beaucoup. 2. Dans le monde entier, hors Afrique. 2 cas. Pas énorme. Et 2 cas, c'est pas 2000. C'est 2. C'est un mec, puis un autre mec. C'est pas énorme. Pas énorme, pas énorme. Alors, le Parisien nous explique. Ils expliquent un petit peu pourquoi du comment. Mince. Et là, ils sont allés interviewer. Pareil, je pensais que c'était une blague, mais non. Ils sont allés interviewer un certain docteur Charles Cazenave. Bon, ça, on s'en fout. Et ils sont allés interviewer Karine Lacombe. La base de données des médecins du Covid, à mon avis, elle n'a pas changé. C'est la même. Hein. C'est un peu le page jaune des escrocs. Qui qu'on a aujourd'hui pour parler de la variole du fiac de Yak? Karine Lacombe. Mais c'est pas elle qu'on avait déjà pour la varicelle de la mouette? Karine Lacombe. Ah oui, mais là, on a quand même la torsion du genou de l'aubergine. Karine Lacombe. Donc, elle est là. Et ils sont allés l'interviewer. Et Karine Lacombe, elle a dit il est évident que cela n'aurait pas eu lieu sans la déclaration d'urgence internationale. Depuis 2022, on dit et on répète que si l'on ne donne pas accès au vaccin dans les pays de l'hémisphère sud, il y aura de nouveau des poussées épidémiques. Donc Karine Lacombe, elle a dit, en fait, c'est parce qu'ils ont mis l'alerte que c'est 0. Enfin, 2. La variole du singe, elle a eu peur. Au départ, elle devait tuer 1 milliard de gens. Finalement, elle en a infecté 2. Parce qu'elle a regardé Twitter et elle a vu Tedros Ghebreyesus, là, le patron de l'OMS. Il a dit, c'est l'alerte, la variole du singe, elle s'est sauvée. Elle a dit non. Là, tous les moyens sont mis, c'est l'alerte. Le stock de vaccins en France, il est secret défense, personne ne le connaît. Non, c'est pas une blague. Ça, c'est pas une blague. Je vous invite à chercher, vous verrez, il est secret défense. Depuis le 2022 et les premières alertes sur la variole du singe, jamais ça n'a été communiqué en volume. Ouais. On ne sait pas. Mais ça a fait peur à la variole du singe, hein. C'est certain. C'est sûr et certain. Donc voilà un petit peu les amis. En a-t-on trop fait, hein. C'est le Parisien qui dit ça. Moi, ça m'a un peu outré quand même. Hein. Dans ma conviction de bon citoyen éclairé et tout ça, en a-t-on trop fait? Je sais pas. C'est curieux. Donc voilà. Tu vois, les courbes, elles sont pas dingues. Hein. Si tu les regardes, franchement, en termes de courbes, c'est Carla Bruni. Hein. Là, t'as vu, de janvier 2023 à juillet, c'est pas dingue. Hein. T'as un pic, tu sais pas ce qui branle là, mais après, t'as rien. Alors, en Afrique, il y en a un peu. En Afrique, il y a eu 810 cas par mois. Juillet 2024, 810.
Alors, c'est pour les 810 personnes, on a évidemment une pensée émue, hein, bien sûr. Mais si tu regardes la population de l'Afrique, tu vois, tu tapes population Afrique sur Google, 1,373 milliards. Donc 800 sur 1,373 milliards, c'est pas. Je suis pas statisticien, mais c'est pas énorme. C'est pas énorme. Donc, je voulais vous parler de ça. On en apprend tous les jours. C'est le Parisien qui nous a dit ça. On en apprend tous les jours. Et dans les autres découvertes également, les amis, Gérald Darmanin nous explique qu'il n'aurait pas eu, alors, sans aucune transition. T'as vu? Tu noteras, hein, peut-être que Darmanin a touché plus de gens que le virus aujourd'hui. Faudrait voir les courbes. Moi, je sais pas. Je suis pas statisticien. Mais je me dis que si c'est 2 en un mois, Darmanin, il peut battre la varole du singe. Et écoute ce qu'il a dit aujourd'hui pour la passation. Je m'appelle Gérald Moussa Jean Darmanin. Mon père, à la maternité de Valenciennes, voulait écrire Moussa Darmanin, du nom de mon grand-père, tirailleur algérien qui avait servi la France. Après tant d'années de fonctions électives, je remercie mes électeurs de Tourcoing, que je vais retrouver à l'Assemblée nationale avec beaucoup de fierté. Il est assez évident, si nous sommes honnêtes, que si je m'étais appelé Moussa Darmanin, je n'aurais pas été élu maire et député, et sans doute n'aurais-je pas été ministre de l'Intérieur du premier coup, comme ma jeunesse m'a porté à ces responsabilités fortes. Voilà, hein, Darmanin nous explique que s'il s'était appelé Moussa, il n'aurait pas eu la même carrière. Alors sa collègue à la culture s'appelle Rachida Dati. Donc apparemment c'est pas si évident. Mais ce qui est très intéressant, c'est que je pense que Gérald Darmanin oublie une chose. Alors mon avis, hein, c'est que mon avis, c'est pas une question de prénom. Si c'était pas une pompe à vélo, enfin comment dire, c'est pas le prénom le problème, c'est le chantage sexuel, tu vois. C'est ça qui dérange normalement les gens. Et c'est fou hein, de dire qu'un prénom aurait pu changer sa carrière. Par contre, toutes les escroqueries, le Stade de France, tous ces trucs-là et tout, ça n'affecte en rien une carrière. Jamais. Jamais de la vie. Et puis par contre, ce qui est très intéressant dans le gouvernement en ce moment, vous avez vu la nouvelle ministre de l'Éducation. Alors pareil, hein, on dirait une responsable une responsable RH d'une start-up en région parisienne. Anne Genté. Et elle, pareil, elle, c'est sa grand-mère maintenant. Si, c'est la grand-mère qui a fait des trucs dans l'éducation. En fait, bon, il faut que je vous en parle parce que bon, Darmanin nous explique que s'il s'était pas appelé Gérald, ce qui est pas dingue, il aurait pas eu la même carrière. Et là, Anne Genté, elle a jamais rien foutu avec l'éducation. Mais vraiment, je vais vous montrer son CV, c'est bluffant. Je veux dire, c'est tu mets Kylian Mbappé en gardien de but. Il voit à peu près comment ça fonctionne, mais il n'a jamais fait. Déjà, la tête. Est-ce qu'on est dans Mars Attack 2 ? Je demande. Mais, tu vois, elle a rien à voir avec ça. Vraiment, rien à voir. Si tu regardes son parcours, bon, fille d'ingénieur, ça a limite, voilà. Études de médecine à Paris, diplôme en journalisme médical et communication, tout en travaillant pour la revue Impact Médecine. Ensuite, elle rejoint le groupe Scorpion Communication où elle reste de 2000 à 2005. Après, elle va s'installer à Singapour pour travailler comme consultante pour le groupe international SOS, puis pour des ONG, notamment autour des questions de conditions du travail du personnel de maison. Ouais. Elle est à l'éducation. Elle, tout ce qu'elle a fait jusqu'à présent, c'est éduquer du personnel de maison à Singapour. Ben là, elle va éduquer tes gosses maintenant. Et elle a expliqué le rapport qu'elle a avec l'éducation. Asseyez-vous parce que c'est... j'ai toujours pas compris, moi. En entrant dans ce ministère, je pense à mon arrière-grand-mère, je pense à ma grand-mère, je pense à ma belle-mère, je pense à ma tante, à ma sœur, qui furent toutes AESH, institutrices, professeurs, directrices d'école, principales de collège. Je pense à cette lignée de hussardes de la République qui m'ont fait tant aimer notre école. Je pense à tous mes professeurs, tous mes enseignants, dont chacun, je pourrais aujourd'hui encore citer le nom et dire ce qu'ils m'ont apporté. Sans eux,
je ne serai pas là devant vous ce matin. Eh ben malheureusement, hein, vraiment, on les invite à aller se faire cuire le cul, hein, naturellement, tous les professeurs, parce que là, ils nous ont offert Mars Attack, c'est pas dingue. Hein. Merci, sans transition, à JB85 pour le sub, avec 3 mois, enfin pour 3 mois, c'est un premier sub, donc c'est un nouveau. On dit bonjour JB85, j'espère que tu vas bien. Et merci à Yayi62 pour le subprime, 7e mois, ça c'est un ancien. Donc voilà. Voilà, Madame Anne Genté nous explique qu'en fait, si elle a des liens avec l'éducation parce que sa grand-mère, sa mère, sa belle-mère ont un lien avec l'éducation. Donc moi, personnellement, en tant que candidat au ministère de l'Intérieur, j'ai une pensée émue pour mon grand-père, mon oncle, mon frère, mon boulanger, mon vélociste Décathlon, mon couturier, qui ont tous un jour été chez le proctologue et qui connaissent la question de l'intérieur sur le bout des doigts. Donc, je suis légitime à être ministre de l'Intérieur. Ma candidature est désormais officielle. Voilà. Hein. Moi, c'est une blague. Voilà, non, mais t'as vu? Parce que la différence, c'est vrai que c'est le même argument d'une certaine manière. C'est exactement le même argument, mais moi c'est vrai, peut-être, on ne sait pas. Hein, elle te dit, bon, elle a rien à voir avec l'éducation, mais quand même, sa grand-mère, elle est allée à l'école, elle avait un cahier de brouillon super conquérant. Bon, d'accord. Vous êtes légitime. Allez, d'accord. Non, c'est extraordinaire. Vraiment, c'est extraordinaire. Écoute, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Pourquoi pas? Hein, pourquoi pas? J'avais un grand-père syndicaliste qui brassait de l'air. Est-ce que je suis légitime au ministère de l'écologie? Je demande. Non mais je demande. Vous n'êtes pas obligé de dire oui. Je demande. Si on en est là, si tu veux, si tu justifies ton poste de ministère parce qu'une fois ton grand-père, il a lu un livre, bon ben d'accord. Pourquoi pas? Genre, on en est donc là. Hein, voilà, on en est donc là. Donc c'est pour ça, ce remaniement, si vous voulez, aujourd'hui, ce qui est terrible, c'est qu'avant un remaniement, on disait, putain, quelles vont être les fortes têtes, quoi. Là, aujourd'hui, bon, tu as plus ou moins soit des traîtres à leur famille politique, soit des types, même sur LinkedIn, tu les likes pas, en fait. Parce que tu vois bien que ça n'a aucun sens. Anne Genté, je lui confie pas mon portefeuille. Tu sens qu'il y a un problème. Et bon, la dame, elle forme du personnel de maison à Singapour. Est-il nécessaire d'aller plus loin en termes de blagues? Hein, et aujourd'hui, elle est ministre de l'Éducation. Je crois que vous n'avez pas réalisé. J'insiste, et je dis ça avec une lingette pour lunettes dans les mains, ce qui est quand même pas rien. Tu peux rester, hein, si tu veux. Non, c'est bon. Mais concrètement, et pour quitter les blagues 2 minutes, mais je ne sais pas si vous vous rendez compte du symbole. La meuf, elle a formé du personnel de maison et aujourd'hui, elle s'occupe de former des gosses. C'est QFD. C'est QFD. Ah, c'est QFD et c'est dans le cul que ça finit. Ça, c'est un autre anagramme. Mais c'est extraordinaire. Vraiment extraordinaire. Je suis bluffé de cette longue descente aux enfers, mais avec toujours une forme de rigolade, une forme de détente qui fait que ça passe. Il y a un côté dilatation citoyenne où ça passe. Je veux dire, aujourd'hui, tu as une ministre de l'Éducation qui t'explique que sa grand-mère, elle était prof. Bon, ben voilà. Je veux dire, dans 20 ans, on aura un ministre des Armées qui dira « Mon papa jouait à Call of Duty ». On dira « Ben oui, mais oui, c'est le nouveau général Foch. Oui, c'est possible. Si. » Donc, arrêtez, en fait, de râler, en fait. Arrêtez de râler, de penser qu'au bout d'un moment, voilà, c'est comme ça. C'est comme ça. Et aujourd'hui, il faut se dire que le gouvernement, par exemple, d'un Nicolas Sarkozy, c'était le Panthéon à côté de ce qu'on a. Le Panthéon. Voilà. Aujourd'hui, c'est la Star Academy, aujourd'hui. C'est la Star Academy. Donc, non, moi, je trouve que c'est bien. Je trouve que c'est bien. Ça avance. Ça avance. On a Michel Barnier... qui est un peu un Joe Biden made in France. Alors, il en a un petit peu plus sous la pédale, mais tu sens qu'il va pas falloir trop pousser. Ça va pas être le marathon. Donc, j'aime bien. Moi, j'aime bien. Ça se tient, les copains. Donc, voilà un petit peu où on en est. Alors, les amis,
Et là, on passe sur une séquence pas vue depuis longtemps. C'est l'instant bouquin, sans aucune transition, les amis. Tu vois, ça navigue, ça swing. Il y a un côté Sinatra, tu vois. On est tous emportés dans cette longue descente aux enfers, mais avec la banane. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'un livre. Je vais vous parler d'un livre, les amis, que j'ai fini il y a peu de temps. Et d'ailleurs, j'ai lu la dernière page dans l'autobus. C'est marrant. Ouais, on s'en fout. L'amour augmenté, nos enfants et nos amours au XXIe siècle, c'est signé Nicolas Bouzou. Je vous en ai parlé, je vous en ai dit quelques mots déjà il y a quasiment une semaine, mais aujourd'hui on va se le farcir en entrée et en entier, parce que c'est du miel. Alors l'ami Nicolas, c'est lui. Si jamais si vous avez un doute, ça se passe de commentaires. Hein, on a bien compris qu'on n'était pas sur un champion de MMA, ni sur un première ligne de rugby, mais pas de jugement aux faciès. Qui suis-je ? Qui suis-je, hein? Gaulé comme un barbapapa, suis-je légitime à critiquer un économiste présenté en 4e de couverture comme un essayiste spécialisé dans l'économie? Nicolas Bouzou a fondé Asterès, une société d'analyse économique et de conseil. Donc, il a une société de conseil. Donc, déjà, tu as compris que tu étais sur quelqu'un de sérieux. Voilà. Donc, pour vous présenter le bonhomme et passer rapidement sur ce qu'on s'était dit la dernière fois, mais je vais vous le redire. Si vous voulez, pour voir à peu près qui est Nicolas Bouzou, vous prenez Gabriel Attal, vous rajoutez une pincée de testostérone, mais comme dit, c'est pas Chuck Norris, et surtout, vous rajoutez une bonne louchée d'ultralibéralisme. C'est qu'à côté, Bruno Le Maire, c'est quasiment un marxiste. Quasiment. Nico Bouzou, c'est roue libre. Roue libre sur l'ultralibéralisme, on y va plein badin. Pour vous donner une petite idée à la fois de la conception sociétale du bonhomme et de l'aveuglement volontaire, voire de la bêtise, hein, je vous laisse seul juge de ça, je vais vous lire ce que nous dit Nico, page 67, dans une rubrique intitulée « Pour une GPA éthique ». Tu vois, j'ai mis en rose, parce que j'ai une approche sérieuse du travail. Nicolas Bouzou nous explique donc déjà la GPA éthique, gestation pour autrui, en attendant la gestation pour l'étrui. Scientifiquement, ça arrivera un jour. C'est-à-dire, on fera des enfants dans des cochons, je pense, si ça finit comme ça, avec un iPhone, peut-être. Et parce que Nicolas Bouzou, il est ultra-libéral et il n'aime pas les conservateurs. Il n'aime pas les réactionnaires qui se disent non, quand même, peut-être que parfois, il ne faut pas trop toucher à la nature, il ne faut pas trop toucher à la société comme elle est. Et Nico, il n'aime pas ça. Même s'il s'appelle Bouzou. Bouzou, c'est gentil. Tu sais, il y a un côté bisou. Bisou ou Bozo le clown, c'est un mélange des deux. C'est Bouzou le clown. Et ben Nico, parfois, il peut sortir les muscles. Enfin, les muscles, il y a sûrement un pote à lui qui est musclé. Il écrit, parce qu'il n'aime pas ça. Concernant la GPA. On est loin de l'achat d'enfants sur commande décrit par certains conservateurs. Parce que tu as des conservateurs qui, parfois, disent oui, voyez-vous, la gestation pour autrui, ça va rendre possible le fait de choisir un enfant sur catalogue. C'est-à-dire que les gens qui veulent faire la gestation pour autrui vont sélectionner la mère porteuse, parce qu'il en faut une. Peut-être qu'un jour, ça se fera dans un air fryer, mais pour l'instant, il faut une mère porteuse. Et donc, ils vont la sélectionner en fonction de ses caractéristiques physiques, de son QI et tout ça. Il y a des conservateurs qui disent ça. Et Bouzou, le clown, il n'aime pas. Il a dit, en plus, c'est pas vrai. On est loin de l'achat d'enfants sur commande décrit par certains conservateurs. Alors, on avance. Page 69. Donc, c'est 2 pages après. C'est pas loin. Tu vois, regarde, je te montre. Une page. Il n'y en a qu'une au milieu. Alors, peut-être qu'après, il n'a pas lu son livre. Ça, c'est possible aussi. Mais Nico Bouzou, il nous explique, il nous parle du marché de la GPA aux États-Unis. Et il dit que le coût d'une GPA éthique peut atteindre 150 000 $. Donc déjà, en termes d'éthique, on est bien. Là, c'est éthique à Nicomac, quasiment. Quasiment. Alors bon, il nous explique, machin, nanani. Puis après, il parle des agences qui proposent la GPA. Et rappelle-toi, la GPA, c'est pas du tout le fait de choisir comme ça sur commande un gosse. Attention, ça, c'est les conservateurs. Et d'ailleurs, il développe, page 69, Nico Bouzou, il nous dit « Aux États-Unis, l'agence propose d'abord une liste de donneuses d'ovocytes. Les parents d'intention choisissent ces caractéristiques transmissibles à l'enfant.
Couleur des cheveux, des yeux et de la peau, maladie et même CV, censé donner une indication sur le QI. Mais c'est pas choisir un enfant sur commande. Attention quand même. Hein. Pas de conservatisme. Hein. Non, parce que ça peut aller très très vite. Hein. Les gens qui disent oui, ça revient à choisir sur commande. Pas du tout. Ils choisissent les caractéristiques transmissibles à l'enfant. Mais c'est pas sur commande. Hein. C'est comme une borne au McDo. Tu sais, la borne au McDo. Maintenant, tu peux enlever, tu prends ton Big Mac. Si t'aimes pas, t'enlèves les cornichons. Bon, bah, c'est pareil. Mais c'est pas pareil. Et d'ailleurs, il a un contre-exemple, Nico Bouzou. Il creuse un peu parce qu'il dit, tu vois, il y a Anarchy08 dans le chat qui dit, vous avez dit eugénisme? Non. Ben, c'est exactement ce qu'il dit, Nico Bouzou. Il dit, il s'agit donc bien d'une forme d'eugénisme, en ce sens que les parents essaient d'avoir une influence sur certains traits de leur bébé. On peut s'en émouvoir. Je passe rapidement là-dessus, parce qu'il y a quelques jours, je vous ai déjà fait le passage, et j'en ai d'autres. Donc, mais il te dit quand même qu'on peut s'en émouvoir. Il te dit, oui, c'est de l'eugénisme. Les nazis, Hitler, c'est pas bien. Là, tu peux t'en émouvoir. Il te donne le droit de t'en émouvoir. Et d'ailleurs, il continue, parce qu'il a un contre-argument. Pour ceux, les réactionnaires, conservateurs d'extrême droite, nazis, qui se diraient, oh, quand même, c'est pas bien l'eugénisme. Ça pique. Et ben Nico Bouzou, il te dit, ce serait oublier que, dans le cadre de la procréation traditionnelle, on aime aussi se dire que si le partenaire est doté d'un physique et d'une intelligence avantageuse, c'est bon pour l'enfant. Le mec est anthropologiquement à deux doigts de découvrir comment on construit un couple, comment un couple se construit par attirance mutuelle pour des caractéristiques physiques données. Tu vois. Et il dit, souvenons-nous quand Jean-Jacques Goldman chantait dans « Elle a fait un bébé toute seule », elle a choisi le père en scientifique pour ses gènes, son signe astrologique. Cela nous amusait, c'était pourtant une forme douce d'eugénisme. Donc, from Goebbels to Jean-Jacques Goldman, on est dans le truc. Donc ça, je vous l'avais déjà dit la dernière fois. Mais depuis, j'ai fini le livre. Et il y en a plein d'autres, hein, des passages comme ça. Ah bah c'est sympa. Hein. Tu vois, qu'est-ce que je peux te dire, par exemple, Le meilleur des mondes. Le livre d'Aldous Huxley que vous connaissez peut-être, une des grandes références de la littérature dystopique, avec 1984 bien évidemment. Côté cinéma, on peut parler de Soleil Vert ou Bienvenue à Gattaca. Et toujours côté bouquin, il y a Le meilleur des mondes d'Aldous Huxley, qui est quand même une des grosses refs, si tu veux, sur ces questions-là, et notamment les questions de bébé sur commande. Bébé à la carte d'ailleurs, qui est un excellent bouquin de je ne sais plus qui sur ces questions-là. Et Nico Bouzou, parce que tu sais, pareil, tu as des affreux conservateurs qui disent ouais, Aldous Huxley avait tout dit dans son livre. Et Nico Bouzou, il t'explique ce qui est dit dans le livre. Je vous lis, hein, il résume un peu l'histoire du meilleur des mondes pour ceux qui ne connaîtraient pas. Les embryons sont traités de telle façon qu'ils développent des caractéristiques qui détermineront leur positionnement social. Les alphas, beaux et intelligents, seront l'élite. Les deltas et les epsilon, petits et laids, seront produits en série et occuperont essentiellement des fonctions manuelles. Ce mode de production permet d'assigner à chacun une place sur le marché du travail en fonction des besoins exprimés par les entreprises. L'accès à la sérénité est assuré par une drogue sans danger appelée Soma. Le roman d'Huxley est souvent présenté comme une critique de la technologie et une anticipation de notre avenir. Tu vois, je me mets un coup d'eau parce que ce qui arrive, c'est salé. Quand tu lis Le meilleur des mondes, pour ceux qui l'ont lu, oui, il y a un côté, effectivement, critique de la technologie, on va pas se mentir, qui permet justement ce genre de choses de bébé sur commande, tu vois. Bon. Et donc, il y a des gens, ils disent, oui, non, c'est pas bien, la technologie, le fait de, comme ça, de créer des bébés sur commande, qui plus est pour nourrir un système capitaliste où l'homme en est réduit à son statut de main-d'œuvre. Et tu sais, il y en a qui y voient une critique du capitalisme. Oh, les cons. Ah non, les cons. Ben non, parce que Nico Bouzou, il nous explique, hein, concernant ceux qui feraient ça, c'est une lecture partielle de ce grand roman. Elle est partielle. Huxley l'a rédigé en 1931. Il avait été marqué par l'utilisation mortifère des technologies pendant la Première Guerre mondiale et par le climat d'insouciance de la Belle Époque. Mais ce qui l'inquiétait avant tout, c'était la montée du fascisme et du nazisme, et la façon dont ces idéologies totalitaires planistes utiliseraient les technologies de la deuxième révolution industrielle, la chimie, l'aéronautique, les transports modernes. Donc il te dit, bon, effectivement, on pourrait y voir une critique... des dangers de la technologie, une sorte d'alliance capitalo-technologique,
Qui plus est avec l'émergence des totalitarismes qui s'appuient sur la technologie pour tuer l'homme, que ce soit sur le champ de bataille ou améliorer l'homme avec des volontés eugénistes, on pourrait y voir ça. Hein. D'ailleurs, on y voit ça. Mais en fait, non. Non, parce que Nico, il continue. Le meilleur des mondes est autant, si ce n'est plus, une critique du socialisme que du progrès technique. Alors, c'est le premier au monde à avoir vu dans le meilleur des mondes une critique du socialisme. Mais comme il est ultra-libéral, c'est qu'à un moment donné, il faut renverser la vapeur. Sinon, ça se voit que tu défends un projet dangereux en soi, tu vois. Et en fait, ce qui l'inquiète Nico Bouzou pour continuer à développer sur son rapport à la GPA éthique, et pour bien comprendre d'ailleurs, en étant sérieux quand même, hein, Nico Bouzou nous dit ce qui relie ce que je vous disais avant sur la GPA éthique et sur le meilleur des mondes. Pour lui, ce qui est inquiétant, c'est moins la disparition de l'accouchement que la nationalisation de la procréation, ou sa monopolisation dans des mains privées, ce qui revient au même. Les embryons sont développés dans une structure étatique et la notion même de famille a disparu. L'État contrôle une technologie hyperpuissante et achète la paix sociale en distribuant une drogue. Le fonctionnement du marché du travail est planifié. La liberté est contrainte politiquement et biologiquement. Ce que montre génialement Huxley, c'est la façon dont un État peut s'emparer et maîtriser une technologie en annihilant les libertés individuelles. Donc, je quitte le terrain de la blague 3 minutes pour bien comprendre où en est l'ultralibéralisme aujourd'hui. Et Nicolas Bouzou en est l'exemple le plus cynique. C'est-à-dire que ce qui les dérange, ce qui dérange les gens qui adhèrent à cette pensée-là, ça n'est pas du tout la GPA, ça n'est pas la marchandisation du corps, ça n'est pas la réification du corps. C'est l'expression qu'on entend le plus souvent. La réification, étymologiquement, c'est transformer quelque chose en chose. Res, c'est la chose en latin, si je dis pas de conneries, ou en grec, res publica, la chose publique. La réification, c'est transformer le corps, c'est transformer quelque chose en chose. Et transformer un élément en chose. En l'occurrence, réifier le corps, c'est transformer le corps en marchandise, en chose échangeable. Donc, je loue ton ventre, tu m'achètes mon rein, je te prête un œil. Mon fion Airbnb, enfin voilà, après chacun choisit la méthode de marchandage, mais chez les ultra-libéralistes, le problème n'est pas là. À partir du moment où on a un consentement libre et éclairé, c'est là où d'ailleurs on pourrait s'arrêter sur l'importance du consentement dans le discours contemporain, c'est qu'on en parle beaucoup. Il y a le consentement défendu dans un mouvement MeToo, et ça, complètement d'accord, mais la notion de consentement, aujourd'hui, elle est de partout. Et surtout dans la possibilité d'installer des marchés, notamment liés au corps, à partir du moment où il y a ce fameux consentement. Et pour les questions liées à la GPA, c'est pareil. Le discours ultra-libéraliste n'y voit aucun problème. Si les gens sont d'accord, après on régule. L'État est là pour faire des lois. Hein, dans la vision ultra-libérale, l'État doit être réduit à sa portion la plus congrue. C'est-à-dire que l'État est là pour faire 3-4 lois, sous le coup des lobbies, faut pas déconner, il n'est pas complètement les mains libres. Il fait des lois, mais on lui en demande pas plus. Tout ce qui peut être transformé en marché doit être transformé en marché. La santé, l'éducation, la guerre, le corps humain, tout ce que vous voulez. L'ultralibéralisme, c'est ça. L'État est là pour fixer plus ou moins les règles du jeu. Le reste, tout ce qui peut être marchandé, doit être marchandé. Donc, sur la question de la GPA, l'ultralibéraliste s'en fout, en fait. Que ça vous choque, vous, les affreux conservateurs, héritiers d'une morale du Moyen-Âge, qui refusent de louer votre bide, si ça vous choque, c'est votre problème, vous êtes des affreux conservateurs. Le vrai danger, c'est que tout cela soit au centre d'un monopole. Et Nicolas Bouzou nous le dit, que ce soit un monopole public ou privé, parce que l'État en est réduit à une entreprise comme les autres, qui, certes, est capable de donner quelques règles du jeu, mais pas plus. L'État est une entreprise comme les autres. Donc il ne doit pas y avoir de monopole pour l'équilibre pur et parfait du marché, y compris pour l'État. Pourquoi l'État aurait le monopole de la santé, de l'éducation, de la sécurité, et vous pouvez multiplier les exemples à l'envi. Et c'est vraiment passionnant. Ce bouquin, je faisais des blagues pour vous amener le truc, mais je trouve sincèrement qu'il est passionnant parce que c'est une plongée dans la vision ultralibérale. Donc vous voyez déjà le niveau des arguments, ce que je vous disais tout à l'heure. Le mec te compare ça à une chanson de Jean-Jacques Goldman, qu'on embrasse. Je ne vois pas ce qu'il fout là, le pauvre Jean-Jacques. On l'embrasse, évidemment. Et ce qui inquiète Nicolas Bouzou, c'est le risque de monopole. Sur le fait qu'on loue des ventres, ce qui l'inquiète, c'est qu'il n'y ait pas
un certain nombre d'entreprises qui puissent en profiter. Donc je ne sais pas si on se rend compte du rapport, en fait, du cynisme qui se détache de ça. Et j'ai pas fini. Parce que, tu vois, il développe un peu plus loin, hein, il parle de... il y a une partie qui s'intitule « La politique de la techno-fertilité ». C'est vrai que notre cher président nous l'a dit, il y a aujourd'hui le défi du réarmement démographique. Autrement formulé, il faut baiser. Donc, Nicolas Bouzou nous explique un peu que tout ça est aussi un marché aujourd'hui. Marché pour lutter contre la fertilité, avec des traitements, des médicaments, des opérations, tout ce que vous voulez. Et il nous dit, la Chine et la Russie ont des ambitions géopolitiques légitimes et affirmées, devenir une puissance pour la Russie, devenir la principale puissance du monde pour la Chine. Ces deux pays savent qu'il leur faut, pour cela, conquérir l'ensemble des attributs de la puissance, technologique, économique, militaire et culturelle. Donc il nous explique le contexte un peu géopolitique et notamment les enjeux sur la fertilité. Et à un moment donné, Nicolas Bouzou, il nous parle de la Hongrie. Orban, l'extrême droite, méchant, pas gentil. Ouh, le vilain Orban. Il te dit, hein, l'idée d'Orban, parfaitement illibérale, et que l'État facilite l'utilisation, voire développe lui-même ces technologies. Donc en l'occurrence, des technologies techno-fertilité, tu vois. Tout faire pour améliorer la fertilité, pour le renouvellement des générations, l'amélioration de la démographie. Vous voyez toutes les questions liées. Et bien, vous savez ce qui l'inquiète chez Orban ? C'est pas tant qu'il y ait des technologies pour améliorer la fertilité et tout ça. Le problème, c'est que ce soit entre les mains de l'État. C'est fou, on y revient toujours là. Hein. Il nous dit « L'attitude hongroise n'est pas moins contestable éthiquement que les politiques russes ou chinoises, car elle veut s'approprier la technologie dans un but précis. Comment voir d'un bon œil la nationalisation d'hôpitaux spécialisés dans la fertilité après avoir lu Aldous Huxley ? Rien ne serait plus dangereux qu'un État qui mettrait sa main puissante sur ces innovations. La devise du Brave New World d'Huxley est « Communauté, identité, stabilité ». Elle cadre parfaitement avec la politique d'Orban. Ce n'est pas le libéralisme qui nous rapproche du meilleur des mondes, mais son exact inverse, l'illibéralisme nationaliste. Ouais. On résume. Tu as le droit de tout acheter, tout marchander, tout négocier, mais pas l'État. C'est-à-dire qu'une entreprise hongroise ait trouvé un truc pour vendre aux gens pour la fertilité, hein, il en faudrait 2 ou 3, tu vois, qu'on n'ait pas trop un monopole, ça c'est super. Louer des ventres pour des GPA, ça c'est super. Foutre des puces dans le cerveau pour implanter je ne sais quelle technologie, ça c'est super. Le vrai danger, c'est quand tout ça est entre les mains de l'État. Voilà. Hein, le vrai danger, l'illibéralisme nationaliste. Ah, je l'avais pas vu venir, celle-là. Je vais pas te mentir, je l'avais pas vu venir. Et là, bon, là on monte un petit peu quand même, on monte un petit peu en gamme. Là, ça devient un petit peu musclé. Donc, si vous êtes déjà énervé avec ce que je vous ai lu, respirez un coup, faites-vous un café, parce que là, ça devient un petit peu tendu. Parce que on continue. Tout à l'heure, je vous ai dit, Nico Bouzou, tu vois, il t'a parlé de l'eugénisme. Concernant la GPA, on pourrait se dire, bah ouais, des gens qui choisissent une mère porteuse en fonction des caractéristiques que pourrait avoir l'enfant après l'accouchement, ça s'appelle de l'eugénisme. Choisir un humain ou vraiment définir comme ça l'humain à naître en fonction de caractéristiques et tout, c'est la définition pure et parfaite de l'eugénisme. Et il t'a dit tout à l'heure, non, c'est parce que Jean-Jacques Goldman, voilà. L'argument vaut ce qu'il vaut, mais... c'est Nico Bouzou, il a une société de conseil. Moi, j'ai une chaîne Twitch, donc tu vois, c'est pas pareil. Et là, Nico Bouzou, concernant l'eugénisme, parce qu'il nous explique, oui, mais bon, c'est vrai, un peu l'eugénisme, la Seconde Guerre mondiale, les nazis, il y a une mauvaise image de l'eugénisme. Si, parce que ça renvoie une image, tu sais, aux nazis, les camps de concentration, les camps d'extermination, ça renvoie une image qui est connotée négativement. Et il trouve que c'est pas bien. Si. Je vais vous lire, regarde. Page 90. Tiens. Les Européens devraient se contraindre et prononcer ces mots, entre parenthèses, eugénisme, manipulation génétique, etc., les travailler, les ramener à leur neutralité technologique avant de reconstruire une éthique et une régulation de la sélection et de la manipulation des embryons. Car si pour les nazis l'eugénisme a servi des buts raciaux, il est du devoir des scientifiques rationnels et des philosophes d'expliquer qu'il peut aussi viser des objectifs bienveillants.
Il y eut un eugénisme avant le nazisme. L'hygiénisme du 19e siècle souhaitait que les parents s'accaparent asepsie et antisepsie, transmettent les bons réflexes à leurs enfants et donnent naissance à des générations d'individus sains. La bioéthique européenne doit pouvoir trouver sa place quelque part entre le bioconservatisme et le bioanarchisme. Ah, j'ai eu du mal à la saisir, celle-là. Parce que j'ai 30 ans au moment où je vous parle, ça fait 30 ans qu'on m'explique l'eugénisme, c'est pas bien, tu vois. Et en fait, ce que les gens ne savaient pas, si tu traduis ce qu'ils nous expliquent, c'est que l'eugénisme, ça revient plus ou moins au même que le Doliprane. Si. Se soigner pour aller bien, pour lui, c'est la même chose que sélectionner un gosse sur catalogue. C'est la même visée. C'est tout pareil. Alors, on a une confusion, évidemment, qui nous ramène plus sur 1984 que le meilleur des mondes, et encore que, on retrouve dans ces dystopies la volonté de manipuler les termes, mais Nicolas Bouzou est extraordinaire, parce que dans le même bouquin, il nous explique l'importance de ces livres, il faut bien les comprendre, il faut les machins, mais c'est exactement ce qu'il fait, avec des mots derrière qui ne veulent rien dire. Bioconservatisme, bioanarchisme, une bioéthique européenne, tout ça pour décharger la connotation négative de l'eugénisme. Je ne sais pas si on se rend compte de l'ampleur du but contre son camp. Déjà, c'est pas un but contre son camp, c'est un triplé qu'il nous offre. Triplé, retourné acrobatique, roulette sur le gardien. Parce qu'il nous dit, bon, oui, l'eugénisme, c'est pas bien. Parce que, en fait, à cause de ces vilains nazis, on a gardé en tête l'idée que sélectionner des humains, faire des tests sur des humains, essayer de sélectionner des individus en fonction de la race ou à l'inverse les éloigner, bon, effectivement, c'est pas bien, mais on nous a appris à considérer ça comme pas bien. Parce qu'en fait, si tu fais abstraction des nazis, ou le vilain Hans, si tu fais abstraction de ça, ça va. Non, c'est bon. En vrai, si tu oublies ce détail que sont les nazis, c'est bon. L'eugénisme, c'est une croisière en Méditerranée. Oui, si. Alors, bon, les conservateurs, les cons, dont je fais partie, pourraient opposer à Nicolas Bouzou, oui, mais quand même, même si on oublie 2 minutes, bon, les nazis, vraiment vite fait, tu vois, la petite page vite fait de l'histoire, t'en arrives quand même à une situation où aujourd'hui, les agences qui proposent la GPA aux États-Unis, en Ukraine et dans bon nombre d'autres pays montrent un catalogue avec des mères porteuses. Par exemple, je prends un exemple volontairement excessif. 2 parents blancs, 2 pères, 2 mères, 2 chinchillas, je ne sais pas, se disent, tiens, je veux un enfant qui nous ressemble. Là, ils voient une mère porteuse qui est noire. Du coup, ils vont l'enlever, ils vont tourner la page, tu vois. Ce qui pourrait s'apparenter à du racisme. Aujourd'hui, qu'il y ait des pansements non noirs en France, c'est du racisme. C'est Rokhaya Diallo qui nous le dit. Donc ça passe. Quand on fait abstraction des nazis, ça c'est bon du coup. Sélectionner l'individu à naître en fonction de la couleur de peau, du QI, de la couleur des cheveux, des machins. Si tu oublies les nazis, ça passe. Ah, c'est écrit, c'est pas moi. Et c'est vrai qu'il fallait l'inventer, celle-là. Fallait l'inventer. Alors, j'en ai peut-être encore quelques-unes. Parce que de toute façon, vous avez compris l'idée générale. C'est un guide. Et d'ailleurs, je crois que ce serait trop facile de dire que Nicolas Bouzou est taré ou que l'idéologie néolibérale est tarée, complètement dingue. Ce serait beaucoup trop facile de l'écarter d'un revers de la manche. Je pense sincèrement que tout ça est très sérieux. Tout ça est très sérieux et qu'il y a une conception économique qui se dessine, qui est l'absolue possibilité de marchander tout ce qui peut être et tout ce qui doit être marchandé autour de nous. Donc ça se matérialise comme ça. Et d'ailleurs, pour ceux qui se diraient « Ah oui, mais quand même, la morale... » Non. Et te lis, regarde page 114. La morale, enfin, pour un libéral, la morale est une affaire privée. Voilà. Donc, qui dit affaire privée dit ça peut s'acheter. Tu peux bricoler. Tu peux acheter de la morale. Donc, voilà un petit peu, les amis, ce que je voulais vous dire là-dessus, sur ce bouquin. Je crois qu'il n'y a pas énormément de choses à développer. Ça me semble assez clair. C'est un guide que je vous invite à lire. Je vous invite à le lire vraiment pour vous faire une idée déjà. Et aussi pour bien comprendre pourquoi les questions liées à la GPA, liées à ces sujets-là. Et d'ailleurs,
ce serait intéressant de savoir pourquoi on ne fait pas de référendum sur ces questions-là. Parce qu'après tout, on parle de sujets socioculturels. Je crois que tous les citoyens auraient leur mot à dire là-dessus. Et curieusement, il y a peu de pays où on fait un référendum pour, par exemple, l'ouverture à la GPA. L'ouverture de la GPA, des droits à la GPA en France, ce serait intéressant. Ce serait un bel exemple de démocratie que de dire, après tout, on ne va pas régler ça dans les pages de Télérama. On pose la question aux citoyens et puis on verra ce que ça donne. Paradoxalement, il n'y en a pas. Mais ce qui est intéressant à comprendre, c'est l'aspect purement marchand de tout ça. Dans un sens comme dans l'autre, quand on vous parle du bien-être, du droit à l'enfant, maintenant on vous parle apparemment c'est un droit d'avoir un enfant, vous avez des représentants d'ampleur comme Christophe Beaugrand, des gens comme ça qui militent sur les réseaux sociaux, ou Marc-Olivier non pas Marc-Olivier Fogiel, on a eu quel autre animateur TV qui a raconté sa PMA aux États-Unis? Non, je crois que c'est Christophe Beaugrand qui a fait un bouquin là-dessus. Voilà, 150 000 $, enfin autour de 150 000 $, et il t'explique que non, il y a l'argent n'entre pas en ligne de compte, il n'y a pas de problème, tout le monde est bien respecté, c'est pas un marché, c'est pas tout ça. Bon ben voilà. Au fond, la question du bien-être, la question du respect des individus et la question de la morale, je vous en parle même pas, on s'en fout en fait. Aujourd'hui, quand vous opposez l'argument, est-ce que moralement on peut louer un ventre? Parce que on peut prendre le sujet par 14 angles différents, on en revient toujours à la même chose. Quand vous donnez une somme d'argent à quelqu'un d'1 euro à 150 000 $ pour une gestation de 9 mois, vous récupérez votre bébé, merci, au revoir, ça s'appelle une location. Après, on est d'accord, on n'est pas d'accord, on y attribue des valeurs morales ou pas, chacun fait ce qu'il veut, mais c'est clairement un principe de location, c'est un principe marchand. Quand les gens opposent un argument moral, qui est de dire c'est bien, c'est pas bien, dans un sens comme dans l'autre. Ceux qui militent pour la GPA ou ceux qui militent contre, en parlant de GPA, mais on peut parler d'autres sujets. Peut-être qu'un jour, le débat autour de la location d'organes se posera, enfin du don d'organes payant se posera. Après tout, vous avez 2 reins, on peut très bien vivre avec un seul. Voilà. Il y a des gens qui vont vous dire c'est bien, c'est pas bien, qui vont argumenter avec des références philosophiques, psychologiques, culturelles, tout ça. Pour un néolibéral, la seule question qui se pose, c'est combien ça coûte. C'est tout. Demain, la GPA représente un marché de 10 millions de $ annuels, tout le monde s'en cire. Et personne ne milite pour ça. Aujourd'hui, le marché de la GPA, on peut essayer de trouver des statistiques là-dessus. Voilà, si on regarde un petit peu, on a un article là du Figaro, alors pêle-mêle, là je fais la recherche avec vous, l'incroyable marché américain des mères porteuses, article de 2013 du Figaro, il y a plus de 10 ans. Est-ce qu'on a des chiffres un peu là-dessus? Nanana. Plus de 10 000 volontaires chaque année. La donneuse reçoit entre 5 000 et 10 000 $ et l'agence presque autant. C'est dire. Alors, faudrait trouver quelque chose d'un peu plus carré quand même. J'essaierai, voilà, la gestation pour autrui côté business, un article du Monde. Des prestations facturées au prix fort. Donc, ouais, même Le Monde est quand même raccord là-dessus. De 30 000 à 170 000 € selon le pays. Voilà, faudrait que je cherche un petit peu, les amis. Je vous ferai un truc un peu plus carré avec les chiffres. Mais voilà, n'oublions pas que, et ce bouquin nous en apporte la preuve pour finir là-dessus, que quand vous vous demandez si c'est bien ou mal, certains se disent combien ça coûte. Et tout le problème vient de là. Tout le problème vient de là sur ces questions d'apparence sociétale, mais de finalité commerciale. Voilà, elle est pas belle ma conclusion. Voilà, on finit là-dessus. Merci à mon Karim CH Haute-Pierre qui vient d'offrir un sub à Moito25. Ça fait plaisir. Donc voilà, les copains, dites-nous ce que vous en pensez dans le chat. Dites, voilà, quel est un petit peu votre avis. Il y a Dans ton milieu qui dit Rémi, tu as vu le film Repos-Men? Pas du tout. Et le titre ne me dit absolument rien. Donc je vais me noter ça. Il faut que je regarde. Mon Sylvain Basto, que j'embrasse, qui dit je pense qu'on a des peines à jouir, c'est pas plus compliqué. Ça c'est vrai. Ah bah là tu prends même plus la peine de jouir, si j'ose le jeu de mots. De toute façon tout est délégué, donc c'est comme ça. Donc non, je voulais vous parler de ce bouquin parce que ça fait longtemps, puis ça fait du bien, et il y avait quand même quelques petites blagues à faire, les copains là-dessus. Donc voilà un petit peu les amis, 17h50, ce qu'on pouvait se dire. On est pas mal pour aujourd'hui, les amis. On va se retrouver, vous vous en doutez,
On va se retrouver demain, même heure, même endroit, 16h45 pour le Juste Bistrot, avec une belle semaine qui nous attend. Il y a de la farce tranquille, il y a une vidéo exceptionnelle vendredi, il y a sûrement un instant zinzin dimanche, et la semaine prochaine, on va faire monter la mayonnaise. Nouveau rendez-vous qui va arriver sur Juste Milieu. On réoriente un petit peu le bateau. Voilà, je vous en dis pas plus, mais vous allez voir. Voilà les copains, ce qu'on pouvait se dire pour aujourd'hui. On est ensemble depuis bientôt 1h15. Merci d'avoir été là, merci d'avoir été nombreux. On le redit, la tournée du spectacle Zinzin plus que jamais, qui est là, qui est au rendez-vous. Il y a de la nouvelle date qui arrive, il y a des billetteries qui se remplissent à vitesse grand V. Donc allez-y, les copains comme d'hab, on fait la petite pub. Je sais que je vois certains, je vois des commentaires de temps en temps qui disent ouais, il fait chier avec la pub du spectacle. Et comment vous voulez qu'on fasse? Putain. C'est fou de réclamer de l'indépendance et quand on en fait, on a des râleurs. Voilà. Mais on va pas finir sur une note, on va pas finir sur une mauvaise note. On finit avec plaisir, les copains avec joie. Merci d'avoir été là nombreux, comme d'hab, les amis. On se retrouve demain, même heure, même endroit pour plein de sujets sympatoches. On va parler cinéma, tiens, on va se foutre de la gueule un peu du cinéma. Bref, plein de nouvelles choses qui arrivent. Voilà, je vous embrasse. Vive la rigolade, vive la France et à demain.